Christian, un grand merci de nous faire un petit point sur le cannabis thérapeutique. Merci. Alors je vais juste... je vais tomber le masque. Voilà. Je suis l'intrus, je suis neurologue. Donc nul n'est parfait, mais voilà. Alors je dirige le centre d'évaluation de traitement de la douleur à l'antenne Salengro ici. Je me dirige surtout de plus en plus moi-même, puisque ça rejoint les préoccupations de beaucoup de CETD avec le vieillissement des structures. Alors un sujet qui va être polémique. Alors je commence à avoir de l'âge, mais j'ai été toujours enthousiaste et sur ce registre cannabis médical français, donc j'ai dit tiens, ça serait bien d'y participer, ça pourrait être une arme thérapeutique en plus pour nos patients. Vous verrez que mon scepticisme était très vite croissant et donc un peu dépité avec ce qui arrive aussi à l'hôpital public, mais là ça a mis 30 ans, là ça a mis quelques mois. Alors, mes liens d'intérêt, j'en ai beaucoup, mais pas dans le domaine du cannabis. Pourquoi? Parce que je n'en fume pas, j'ai essayé 2 fois, mais c'est dégueulasse. Par contre, je fume ponctuellement des Havane de Cuba, et je peux vous dire qu'on parlait de la Covid-19, c'était terrible pour les consommateurs de Havane, puisque avec des conditions météo qui ont été défavorables sur Cuba, des approvisionnements difficiles avec les bateaux, c'est vrai, tout à fait, avec la Covid qui a décimé aussi les rouleurs de Havane, et le fait qu'en France, comme souvent, les marges bénéficiaires sont beaucoup moins dans les civettes, donc les grossistes achalandent plutôt la Belgique, donc j'ai une filière belge, hein, donc voilà. Alors, le cannabis, bon, donc on va aller assez vite, hein, donc tout ça vous connaissez, c'est vieux comme Hérode, si j'ose dire, mais plus qu'Hérode, parce qu'en fait, c'était utilisé par les Chinois depuis des millénaires, par les Indiens, donc comme d'habitude, c'est revenu en Occident, mais bien plus tard, 19e siècle, avec un Anglais, Sir Richard Brooks, et puis on a pu faire la synthèse chimique des principes actifs. Alors là aussi, vous savez que le cannabis, donc il y a plein de principes actifs, donc au moins 104 cannabinoïdes, et les majeurs, vous les connaissez tous. Il y a donc, alors ce qui produit le cannabis, ce sont les sommités, donc fleuries, de fleurs femelles, donc avec le THC bien sûr, et le cannabidiol. Alors les effets physiologiques, là, on les résume relativement succinctement. Le THC, effet bénéfique en thérapeutique, relaxation musculaire, analgésie, action orexigène, action antiémétique, ça vous le savez aussi, hein, donc pour les chimiothérapies par exemple, élévation du seuil épileptogène, et là c'est utilisé aussi dans certains sous-types d'épilepsie qui échappent au traitement, le syndrome de Dravet par exemple. En revanche, il y a une kyrielle un peu longue comme le bras, si j'ose dire, donc d'effets secondaires potentiels, ivresse cannabique, sédation, syndrome amotivationnel, et puis surtout les troubles psychiques, cognitifs, donc voilà, et cardiovasculaires également. Le CBD, pas mal d'actions thérapeutiques potentielles, anti-inflammatoires, immunosuppresseurs, antispasmodiques, analgésiques, anti-ischémiques. Alors ça, je ne sais pas jusqu'où on a été pour l'anti-ischémique, parce que j'ai quand même fait 21 ans en neurovasculaire. Bon, je vous déconseille de prendre du cannabis, ça peut donner des syndromes de vasoconstriction cérébrale réversible, c'est pas très fun ça. Et puis, a priori, c'est plutôt bien toléré. Alors les modes d'administration, non pas au plan médical, hein, mais dans la vraie vie, donc ça vous connaissez, hein, donc les vaporisateurs, les sticks, les pipes, les spice cakes, n'est-ce pas, et puis les patchs et les suppos. Alors il y a certaines formes à éviter au plan médical. Alors un petit préambule aussi sur cette expérimentation qui n'est pas un essai, donc parce que des essais, il y en a eu plein, donc 27 essais randomisés avec des méthodologies globalement faibles ou intermédiaires. Le niveau de preuve dans les douleurs, il est très faible. Il y a un petit niveau de preuve dans les douleurs neuropathiques, mais qui est avec des études de méthodologie faibles, et sans doute par un effet anxiolytique. Et donc, il y a un petit niveau de preuve dans les douleurs neuropathiques. Et dans les autres douleurs, pas de niveau de preuve, ou vraiment pas grand-chose. Et puis, augmentation du risque d'accident de voiture, surtout s'il y a une consommation concomitante d'alcool, augmentation du risque de troubles cognitifs comme mentionné, de risque psychotique, hein, notamment pour les jeunes, hein, bien sûr. Et donc voilà. Alors on en arrive à cette expérimentation qui au départ est quand même une promesse électorale présidentielle. Donc voilà, gardez en mémoire. Et avec donc différentes étapes, donc la création d'un comité scientifique spécifique temporaire, donc vous voyez toujours des acronymes un petit peu alambiqués,
et différentes étapes que je ne vais pas forcément détailler, mais il a fallu bien sûr le feu vert de l'Assemblée nationale, puisque la consommation de cannabis, je vous le rappelle, est illégale, hein, donc il a fallu une autorisation, enfin pas une autorisation, mais le feu vert de l'Assemblée nationale pour que cette expérimentation à titre médical ait lieu. Un décret de Conseil d'État et sélection de fournisseurs français, puisque légalement il n'y en avait pas, enfin illégalement il y en a plein, mais légalement il n'y en avait pas, donc pour avoir bien sûr des produits avec estampillés. Et puis, démarrage de la formation des professionnels de santé. Alors là, ça a déjà été un petit écueil sur lequel je vais revenir, puisque en fait c'était une e-formation. Donc chaque 100 participants devaient se former. Alors soi-disant, la formation devait durer 2 heures. Alors moi je me suis mis un dimanche en début d'après-midi. Je me suis dit 2 heures ça va aller. Donc je ne suis pas un imbécile, mais j'ai mis plus de 4 heures. Et pourquoi? Parce que cette formation était bloquante avec des questions et où il n'y avait pas forcément les items pour pouvoir y répondre. Donc en clair, il fallait surfer sur Internet. Ma connaissance en cannabis était très limitée, hein, donc vous avez compris. Donc il fallait surfer sur Internet pour avoir les réponses, etc. Donc pour arriver à cette formation gratuite, hein, puisque ça c'est sur votre temps libre, pour pouvoir être opérationnel. Soit dit en passant, cette expérimentation, on va voir le but, ce n'est pas de montrer que c'est efficace. Le but, c'est de montrer que le circuit d'approvisionnement est un circuit vertueux, ville-hôpital, et normalement pour que la ville puisse prendre le relais avec les médecins généralistes qui doivent se former sur leur temps libre, au moins 2 heures dites, mais au moins 4 heures, plus les pharmaciens. Et vous allez voir que c'est un gros écueil. Alors, l'expérimentation pour qui? 3000 patients, alors donc 200 structures de référence, 5 indications, alors pour celles qui me concernent, les douleurs neuropathiques réfractaires, bien évidemment, il ne faut pas inclure des patients accessibles à des traitements classiques, hein, bien sûr, certaines formes d'épilepsie, mais ça on ne va pas développer, certains symptômes rebelles en oncologie, et notamment les troubles digestifs, des situations palliatives, et la spasticité douloureuse, puisque vous savez que dans la sclérose en plaques, par exemple, il y a un produit qui s'appelle le Sativex, qui est sorti un peu partout dans le monde, mais comme d'habitude, nous, 6e ou 7e puissance du monde, nous ne l'avons point, comme de plus en plus de médicaments. Donc, l'objectif de cette expérimentation, et ça a été très mal compris, notamment on était, nous, au départ, assaillis de coups de fil de gens, patients qu'on ne connaissait pas, etc., qui voulaient « je veux faire l'essai cannabis, je veux faire l'essai », c'est pas un essai, c'est évaluer la faisabilité du circuit d'approvisionnement et mise à disposition du cannabis, et avec idéalement un circuit vertueux, ville-hôpital, que tout le monde participe main dans la main, donc dans un monde merveilleux. Alors, donc c'est pas un essai, je le rappelle aussi, et donc je rive le clou, et avec cette formation, vous avez compris que tous les acteurs de cette chaîne, pharmaciens d'hôpitaux, médecins d'hôpitaux, les médecins de ville et pharmaciens de ville, doivent avoir cette formation qui, et après vous êtes tout seul, hein, puisque il y a une néo-formation, mais vous êtes un peu tout seul, aucune aide matérielle, aucune aide humaine. Alors, les produits expérimentés, donc, c'est au départ, on commence normalement avec du cannabidiol dominant, puisque vous avez compris qu'il y a un effet analgésique et très peu ou quasiment pas d'effets secondaires. Et si ça ne suffit pas, il y a des formules dites équilibrées avec un peu de THC, et on peut monter jusqu'à du THC dominant, puisqu'il y a quand même un effet analgésique du THC, mais plus de risques notables d'effets secondaires. Bien sûr, ce n'est pas des choses à fumer, hein, ce sont des huiles, parfois sublinguales, orales, ou des formes orales à ingérer. Et pour les accès paroxystiques, il y a des vaporisations de fleurs de cannabis. Alors, vous avez compris que ça concerne, dans le domaine de la douleur, les douleurs neuropathiques, chroniques, réfractaires. Donc, ça, je ne vais pas détailler, vous connaissez tous ça. Bien évidemment, si vous avez essayé des gabapentinoïdes, des tricycliques, du Cymbalta, etc., que ça marche. Si vous avez des patients qui ont des pertes de lido, que ça marche, on ne les inclut pas ceux-là. Donc, il faut qu'ils aient un soulagement insuffisant, ou bien sûr une mauvaise tolérance, des traitements usuels. Et donc, ça, vous connaissez tous la recommandation nationale de la SFTD. Hein, voilà, un score d'N4 au moins 4 sur 10. Une douleur chronique, alors là,
supérieure égale à 6 mois, bon, pourquoi pas 3 mois, mais d'intensité au moins à 5 sur 10, ok. Et puis une douleur quotidienne, quasi quotidienne, au moins 4 jours sur 7, voilà, pour les patients douloureux chroniques. Il y a des critères d'exclusion ou de non-inclusion, enfin, ça dépend de quelles sont un patient incapable de comprendre, parce qu'il y a des questionnaires, bien sûr, un patient qui ne donnerait pas son consentement, ça c'est classique. Bien évidemment, antécédents personnels de troubles psychotiques, de maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, grossesse, allaitement, c'est assez classique, ça bien sûr, insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère, mais au départ, il y a une chose qu'on ne nous avait pas mentionnée, enfin, c'était pas, il eût fallu mettre en premier, c'est l'interdiction de conduire. Pourquoi? La législation française vis-à-vis du cannabis, eh bien, elle n'est pas cool. Hein. Donc, code santé publique, usage, 1 an d'emprisonnement et maximum 3 750 € d'amende. Si vous êtes un pro de la route, vous payez encore plus cher, ce qui est logique. Hein. Et le code de la route, vous voyez, conduite sous cannabis, 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende. Et si vous cannabis plus alcool, là c'est de gros lot, 3 ans, 9 000 €, mais on peut connaître les dégâts que cela peut faire. Et alors vous allez me dire, pour des gens qui disent prendre du cannabis à titre thérapeutique, il n'y a pas de jugement de type, c'est à la libre appréciation des magistrats, et vous savez qu'il vaut mieux ne pas passer entre les mains de la justice française, qui est aussi encore plus délabrée que la médecine hospitalière, donc avec peine de relax ou peine de prison avec sursis. Hein. Donc voilà, donc moi par exemple, au départ j'avais présélectionné un patient, et dès que c'était interdiction de conduire, puisque vous engagez votre responsabilité médico-légale, c'était miette. Alors, le parcours de soins de ces patients, normalement, initialement, l'inclusion se fait bien sûr dans une structure douleur volontaire. Il y a une première consultation dite complexe, parce que vous allez voir qu'il y a différents questionnaires à faire passer. Et alors, dans un monde idéal, donc c'est titration en SDC et relais médecine libérale, ou vraiment un médecin libéral qui serait hyper impliqué, relais ensuite direct. En pratique, ça va être surtout la première chose, vous allez voir pourquoi. Et la dispensation, de la primo-dispensation se fait donc le plus usuellement en pharmacie d'hôpital. Alors, normalement, comme ce sont des médicaments stupéfiants, il faut au moins une consultation tous les 28 jours. Et vous avez ici des consultations dites complexes. Pourquoi? Parce qu'il y aura pas mal de questionnaires à faire passer. Et puis un registre national à remplir qui par patient vous prend 1 heure, 1h30. Alors, donc ces consultations complexes, les voici. Et il y a normalement des consultations simples qui devraient être assurées plutôt par le médecin du patient. Alors, les données du registre, il y a un registre national, données classiques, socio-démographiques, les antécédents, etc. Et puis, on va voir ce qu'il faut remplir pour les données complexes, et donc il peut y avoir des consultations simples. Alors, les consultations complexes, bon, c'est pas si complexe que ça quand même, hein. DN4, un questionnaire concis sur les douleurs, Brief Pain Inventory, échelle catégorielle de douleur, l'échelle neuropathique Pain Symptom Inventory, le PGIC, l'impression globale de prise en charge, l'échelle de qualité de vie, Ocul 5D, l'échelle HAD, bon ça pour ceux qui font des essais thérapeutiques dans le domaine de la douleur, bon c'est connu, mais ça prend du temps. Et après il faut le rentrer. Et vous n'avez aucune aide matérielle. D'accord? Alors, où est-ce qu'on en est? Donc ça, il y a une réunion auquel je n'ai pas pu assister, mais j'ai pu récupérer les données de cette réunion de septembre 2021. Donc je vous rappelle que normalement 5000 patients doivent être inclus sur 2 ans. Hein. Le démarrage a eu lieu un peu tardivement avec la Covid. Et on en est seulement à 638. Donc quand même des difficultés d'inclusion. Et pour les douleurs neuropathiques réfractaires, où ça devrait être 750 patients à l'issue des 2 ans, on en est à 281. Vous voyez qu'il y a aussi des sorties d'études, hein, d'accord, pour inefficacité ou effet secondaire. Voilà. Alors, donc il y a des patients. Alors moi personnellement, dans le service qui devient, je suis un peu tout seul puisqu'il n'y a plus d'internes, plus d'assistants, j'ai une PH qui est en arrêt maladie pour 6 mois, l'autre qui a des problèmes de santé aussi, donc en clair, je fais tout seul, donc évidemment ça c'est limite, je me suis retiré. Donc on n'a pas inclus le patient et on n'en inclura pas.
Et pourquoi? Parce que ça ressemble de plus en plus à une usine à gaz. Alors, donc, la vitesse d'inclusion de ces patients est limitée. Et donc, qu'est-ce qui limite les choses? Il y a la problématique de la conduite automobile. Il y avait au départ des quotas par centre, ça a été levé pour essayer d'inclure plus. Et puis, c'est surtout ça qui limite, parce que je vous rappelle que le but de l'expérimentation, c'est la bonne coopération ville-hôpital, donc un circuit cohérent, etc. Sauf que seuls 17% des médecins généralistes se sont impliqués en faisant l'auto-formation, à titre gracieux, pendant leur temps, etc. Vous voyez que les pharmaciens d'officine, 44% l'ont fait, il y a peut-être là aussi derrière, une arrière-pensée de clientélisme, j'en sais rien. Mais donc, en tout cas, la médecine de ville, mais on peut le comprendre, hein, sans moyens supplémentaires. À l'hôpital, on a l'habitude, hein. On vous charge la mule, tout ça, vous en faites encore plus, etc. Mais sans moyens, au bout d'un moment, ça suffit. Et donc là, en ville, ils ont tout à fait raison. Alors, donc 226 structures de référence engagées, et vous voyez que à peu près la moitié ont inclus, et à peu près la moitié n'ont pas inclus, donc c'est quand même un petit peu difficile. Alors, donc il est fait état qu'il y a plus de professionnels de santé en augmentation pour la formation, etc. Mais vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de limitations, ce qui fait que moi je suis très dubitatif quant aux résultats de cette expérimentation. Pourquoi? Parce que sans moyens supplémentaires, etc., c'est peut-être à peu près programmé pour que ça capote. Et puis, peut-être aussi que, est-ce que c'est encore d'actualité, alors que les individus, les patients ou pas d'ailleurs, peuvent avoir accès à des shops, à des commerces, que le nouveau chancelier allemand dit qu'il va peut-être légaliser le cannabis, donc traverser la frontière. Donc vous avez compris que je suis un petit peu dépité de cette aventure. Alors, donc il y a des adaptations, parce que le registre est très très long, hein, donc pour certains centres, la semaine dernière il y avait la SFTD à Montpellier, j'avais discuté avec des centres actifs, mais quasiment ils ne font plus que ça. Bon, moi personnellement je ne peux pas faire que ça, et donc il y a plusieurs personnes, etc. Ils arrivent à descendre l'entrée des données à 3/4 d'heure, mais avec une arc qui fait que ça, etc. Donc c'est très consommateur de temps. Voilà. Et donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce registre cannabis. Donc vous avez compris que d'un enthousiasme, pourtant je vais avoir 58 ans, j'ai un enthousiasme, hein, j'ai été quand même plus que dépité, et je me suis dit c'est peut-être encore une nouvelle fois une opération politique qui est faite, préprogrammée pour capoter, pour dire ah bah ça n'a pas marché, hein, donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Christian. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais donc c'est vrai que cette expérimentation, c'est quasiment impossible à en faire, en effet, si tu n'as pas de soutien ARC et tout ça, parce que expérimentation, mais c'est un véritable protocole de recherche. Exactement. Donc sans moyens humains, matériels supplémentaires. Dans des centres, moi je fais plein d'essais thérapeutiques avec mes petits bras musclés, j'ai 2 arcs mais qui travaillent à temps plein, donc, mais sans moyens humains supplémentaires, c'est quasi impossible. Alors j'imagine mal pour une expérimentation où le cercle vertueux avec la ville, le médecin généraliste, il a autre chose à faire que le dimanche après-midi passer 4 heures, voire plus, à se former, et donc le pharmacien est peut-être plus intéressé parce que bon, c'est derrière, mais voilà, donc parfois on se demande si c'est pas sciemment pensé pour que ça capote. Ce qui est quand même intéressant dans ta présentation, c'est que l'objectif primaire reste une faisabilité de circuit. Exactement. Mais si on ne donne pas les moyens pour qu'il y ait cette faisabilité, c'est très politique tout ça. Oui, Frédéric. Ouais, non, mais je suis complètement en phase avec ce qu'il vient de dire. Franchement, c'est un vrai problème. À la SFTD, c'est Nadine Attal qui était responsable du projet. Hein. Donc elle a été missionnée et elle avait monté donc à notre demande un groupe de travail pour coordonner avec la NSM. Mais on avait fait remonter le fait qu'on ne pouvait pas demander aux gens de travailler gratuitement.
c'était pas possible, quoi. Ces formations, elles sont time consuming, et puis il faut vraiment des infrastructures adaptées, du personnel, et c'est pas réalisable dans les situations actuelles des structures qui sont en grande souffrance pour une grosse majorité d'entre elles. Donc moi je trouve ça aussi pathétique, quoi. Mais bon, je suis peut-être un peu moins pessimiste sur l'aboutissement, parce qu'il faut quand même qu'on en dispose. Il y a une forte demande, il va y avoir une pression de toute façon de la patientèle. Oui, et donc est-ce qu'on n'est pas déjà, c'est pas déjà un combat d'arrière-garde si... Peut-être, mais l'officialiser, c'est toujours en France. Ah, bien sûr. C'est un peu soviétique la France, c'est pas bien d'accord. Oui, alors moi je vois aussi des patients qui ont des douleurs neuropathiques séquelaires et beaucoup étaient en demande de pouvoir tester, de pouvoir être inclus dans d'éventuels essais, etc. Mais non, mais à l'époque où se posaient les questions, etc. Mais je dirais que tous ces patients actuellement viennent me voir en disant que le débat n'est plus là parce que dans la ville, il n'y a que l'embarras du choix avec toutes les boutiques de CBD et beaucoup de patients sont allés dans les boutiques de CBD et notamment en cancérologie. Il y a une grosse consommation d'homéopathie, de phytothérapie, de CBD aussi. Voilà. Alors, il est vrai que quand on est scientifique, normalement, on parlait avec Jean-Michel, c'est que dans ces outils qu'on ne sait pas quelle est la dose, posologie, composition, etc., ça c'est un problème. Mais effectivement, la vraie vie nous a rattrapés, nous a dépassés. Et justement, en parlant de dose, par rapport au mode d'administration, on sait exactement ce qu'ils prennent dans le format thérapeutique, là, avec les vapeurs de fleurs et tout ça. Non. On sait pas. Des problèmes, c'est l'inhalation quand on a un. Oui, tout à fait, oui. Ouais, excusez-moi, je suis un peu innocent dans l'utilisation de ce genre de truc, donc je vais finir par m'y mettre, mais on ne peut pas conduire, j'ai appris quelque chose. Et surtout pas de moto. Pardon, on n'a pas de moto, là, pour le coup. Il faut quand même rappeler que le IASP, dans un édito et dans une grande revue sur le cannabis et son utilisation médicale, a rappelé que c'était un problème purement politique et économique, qu'il n'y avait aucune preuve de l'efficacité du cannabis dans la douleur, fut-elle même neuropathique, que les essais qui avaient été conduits chez l'animal étaient déjà contradictoires et que c'était essentiellement peut-être le côté anxiolytique qui faisait l'efficacité du soi-disant cannabis dit médical, de surcroît, en plus. Et que, effectivement, le CBD, ça va de 10 € à 150 € quand même de machin, selon le faux dosage qu'on peut vous administrer, et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Bon, écoutez, oui. Et puis rejoindre la piste des opioïdes, moi je serais quand même intéressée qu'on ait un suivi de la consommation, y compris en ville, et où on ne sait pas du tout ce que nos patients reçoivent d'ailleurs. Voilà. Et je pense qu'on va vers une belle crise. Oui. Encore que la vanne, ça va. Juste un point, c'est qu'au moment où il y a eu le début de l'expérimentation, la SCPTD a été approchée, ou a rencontré des parlementaires, et en fait, il y a eu un amalgame entre la dépénalisation et l'expérimentation. Et on nous a demandé, moi on m'a demandé en tant que président, est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation? Je dis, mais vous vous rendez compte de la question que vous me posez? Mais moi je ne suis pas là pour répondre à cette question. Donc la réponse est, je ne répondrai pas à votre question, ce n'est pas mon job. Voilà. Et ça, en France, c'est toujours comme ça, on est tous dans le même panier, c'est vraiment insupportable. Merci. Bon, moi, ce qui m'a ravi pour toi, Christian, c'est que les cigares sont revenus et que tu peux encore bénéficier de ce moment de détente. Donc,